on se retrouve, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce cycle de conférences sur la question du féminin, ce cycle de conférences qui a commencé depuis, on va dire, quelques mois, où on a traité différentes questions, on a abordé différents angles de la question du féminin, de l'excision, des violences faites aux femmes, des co-victimes des violences faites aux femmes, donc les enfants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et j'ai envie de dire la joie d'accueillir notre cher ami Hatem Ben Salem, l'ancien ministre de l'Éducation, l'ancien ministre tunisien de l'Éducation, mais pas que, je le présenterai tout à l'heure. Donc encore une fois, mille merci d'avoir accepté de venir à Perpignan. Et je suppose, parce que c'est la première fois, et on en parlera tout à l'heure, parce qu'on a abordé lors de l'interview la question du point commun entre Perpignan et Tunis. Et je lui donnerai la parole tout à l'heure pour vous donner un peu plus d'informations là-dessus. Alors encore une fois, merci aussi à vous d'être présents. Et je tiens tout particulièrement à remercier notre présidente, la présidente de la région Occitanie, Madame Carole Delga, qui est représentée aujourd'hui par Madame Françoise Marie-Laurence. Madame François, désolée. Marie-Laurence, donc merci pour votre présence parmi nous. Je tiens également à remercier la mairie de Perpignan, qui nous donne, chaque fois qu'on nous demande, la salle de l'hôtel Pals. Merci également à Caroline, qui est toujours là, avec grand sourire, beaucoup d'humanisme et beaucoup de professionnalisme aussi. Donc voilà, donc là, on va donc commencer par cette conférence, et surtout cette thématique, moi personnellement, qui me tient à cœur, la question, tout simplement, du féminin, du rôle politique de la femme dans le renforcement des démocraties naissantes. Un sujet, j'ai envie de dire, qui touche à la fois, qui nous touche à la fois sur le plan local, sur le plan régional, national, et voire même international. C'est dire que finalement, il nous reste beaucoup de choses à faire. Il y a du travail. Et voilà pourquoi donc on est là aujourd'hui, cet après-midi, à continuer sur ce cycle de conférences sur le féminin. Avant de donner la parole à M. Hatem Ben Salem, je souhaiterais le présenter. Donc Hatem Ben Salem est titulaire d'un doctorat d'État en droit de la faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Paris. Il est agrégé en droit public de la faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis. Alors, il a occupé le poste d'ambassadeur de la Tunisie successivement au Sénégal, en Guinée, en Gambie, au Cap-Vert et en Turquie. Puis ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies à Genève. En 2008, il est désigné ministre de l'Éducation et de la Formation en Tunisie, poste qu'il occupe jusqu'à la chute du président Zine El Abidine Ben Ali. Il revient ensuite au ministère de l'Éducation en 2017 jusqu'à 2020. À partir de 2015, Hatem Ben Salem est nommé directeur de l'Institut tunisien des études stratégiques. Il est également membre de l'Institut international des études stratégiques de Londres, membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour moi, c'était important de le présenter pour que vous ayez une idée sur, j'ai envie de dire, la chance qu'on a de l'avoir ici à Perpignan pour aborder cette question qui nous intéresse ou qui nous, finalement, nous concerne toutes et tous aussi. Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Samia, pour cette présentation. Je suis d'abord très heureux d'être à Perpignan pour la première fois de ma vie, et pourtant j'ai passé quand même une dizaine d'années à Paris en tant qu'étudiant pour préparer mon doctorat. J'ai visité beaucoup de villes
française, mais c'est la première fois que je suis à Perpignan, et je le disais tout à l'heure à Samia, je suis très très agréablement surpris par la sympathie qu'on éprouve à être dans cette ville. En toute honnêteté, c'est le genre de ville que j'adore, c'est-à-dire une ville, mais à dimension humaine, où on voit les gens déambuler, sourire, parler, crier des fois. Donc ça me rappelle bien sûr ma ville à moi, c'est Tunis, mais ça me donne l'occasion, encore une fois, d'apprécier ces très très belles villes de France où, je pense, en tout cas pour les 48 heures où je suis là, il fait bon vivre. Merci beaucoup pour l'invitation, Samia. Merci à votre association. Je remercie également la présence de toutes celles et de tous ceux qui ont voulu être avec nous cet après-midi pour, je dirais, débattre d'un sujet qui, au cours de toute ma vie, m'a paru essentiel. Parce que le vrai défi que nos sociétés, en tout cas, je parle des sociétés du sud de la Méditerranée, mais je sais que ça peut être aussi vrai pour l'Europe. Le plus grand défi que l'on a vécu depuis notre jeunesse, c'est justement le défi de mettre la femme au centre de tous les choix stratégiques que peut avoir un État. En Tunisie, nous avons eu la chance d'avoir un grand président qui s'appelait Bourguiba, qui dès le départ, c'est-à-dire dès l'indépendance, dès 1956, a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir d'État moderne sans que la femme ait pleinement sa place, non pas dans le cercle politique, mais d'abord et surtout dans la société. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Tunisie, qu'on le veuille ou pas, est une société musulmane, avec des traditions, avec également beaucoup de restrictions concernant les femmes, parce qu'il y a une religion qui est là, qui a été comprise ou pas de la meilleure façon possible, mais qui est là, qui impacte quotidiennement sur la vie des familles et des êtres humains. Et donc Bourguiba avait compris que sans donner de droits à la femme, on ne pouvait pas construire de société stable et pérenne. Première décision, à peine quelques mois après son accession au pouvoir, quelques mois, je crois, 4 mois après son accession au pouvoir, la Tunisie a adopté ce qu'on appelle le Code du statut personnel. Le Code du statut personnel, c'est en fait un code où les droits des femmes sont mis en exergue et adoptés par le Parlement sans que pour cela il puisse y avoir de retour en arrière. Je vais vous donner quelques exemples de ces droits. D'abord, le droit d'être partie prenante, responsable ou co-responsable de la famille. Et on a vu très très vite apparaître les mariages civils, parce que en Tunisie, avant 1956, les mariages étaient des mariages religieux. Donc les mariages civils permettaient à la femme d'avoir ses pleins droits en tant qu'épouse. Mais plus important encore, la femme tunisienne est devenue co-responsable de la famille et a acquis le droit de ne pas partager son couple avec d'autres, ce qui était monnaie courante avant, puisque la polygamie était acceptée. Donc, interdiction totale et pénale de la polygamie qui a tout de suite remis la femme dans un certain statut. Autre chose très très importante aussi, c'est l'interdiction de la répudiation. Parce que dans ces
ces droits d'avant-indépendance, très inspirés de la religion, la femme, il suffisait à l'homme de dire 3 fois « tu es divorcé » pour que la femme le devienne, sans papier, sans droit, sans absolument rien du tout. Donc, interdiction de la répudiation. Et donc, retour au divorce civil devant les tribunaux, divorce qui permettait à la femme d'avoir des droits inaliénables. Et puis après, par la suite, il y a eu, bien sûr, une évolution avec Bourguiba, puisque Bourguiba a exigé qu'une femme divorcée devait systématiquement avoir la maison familiale en héritage, sans discussion. C'est-à-dire que l'homme qui divorce n'a plus le droit à la maison. Elle revient systématiquement à la femme. Ce qui est une véritable révolution dans un pays où on ne pouvait pas se permettre d'être propriétaire de plusieurs maisons. Par la suite, avec le président Ben Ali, il y a eu aussi une évolution. La femme, d'abord, donnait sa nationalité à ses enfants, sans l'assentiment de l'époux, du mari, et ça a réglé énormément de problèmes. Et également, la femme pouvait donner son nom, son patronyme, à ses enfants, ce qui était nouveau parce que ce pouvoir-là n'appartenait qu'au masculin, qu'au père. Donc, je vais parler de la Tunisie un peu parce que c'est un pays où véritablement la femme a, dès le départ, eu des droits. Mais malheureusement, ces droits-là ne se sont pas répercutés en acquis ou en positionnement dans la vie politique. Parce que, pour des raisons d'abord d'éducation ou de niveau, peut-être au départ, mais par la suite, pour des raisons que je n'arrive personnellement pas à expliquer, il y a eu, au temps de Bourguiba, très peu de femmes ministres. Très peu de femmes ministres. Par la suite, après 1987 et surtout au début des années 90, la femme a commencé à occuper des postes politiques, mais des postes aussi de gestion. Mais cela, non pas parce qu'il y a eu des mesures exceptionnelles de prise, non, tout simplement parce que la femme est allée à l'école, est allée à l'université, a eu des diplômes et est devenue, dans ce sens-là, quasiment légale et même plus que l'homme. Donc là, l'aspect éducation a joué un rôle primordial dans le changement du statut de la femme. Et les filles, là j'en parle en tant qu'ancien ministre d'éducation, il y a aujourd'hui plus de filles que de garçons dans nos écoles, première donnée. Deuxième donnée, il y a plus de filles, et de loin, qui réussissent au baccalauréat que les garçons. Et pour ce qui est des diplômes, il y a plus de filles qui obtiennent leur diplôme avec mention et de loin que les garçons. Donc il y a un véritable changement de paradigme qui fait que la femme, par l'éducation, a commencé à acquérir un autre statut qui lui a permis de s'ouvrir plus, non seulement sur le domaine politique, sur la gouvernance, mais aussi sur les domaines de gestion des entreprises publiques, des grandes caisses de sécurité sociale, etc. Il y a eu des femmes PDG des plus grandes entreprises tunisiennes. Donc ça, c'est un phénomène qui est, je pense, qui était à un certain moment assez spécifique à la Tunisie, mais qu'on voit maintenant de plus en plus dans d'autres pays arabes et musulmans, même en Arabie saoudite, puisque avec ce nouveau prince héritier, il y a aujourd'hui en Arabie saoudite des changements sociétaux très très importants et des acquis en faveur de la femme, mais ça reste encore toujours très très loin de ce qui est acquis en Tunisie, un peu plus aujourd'hui aussi au Maroc et en Algérie, mais la Tunisie est restée quand même un cas assez particulier dans ce domaine. Alors, quel est le rôle politique de la femme, justement dans le renforcement des pratiques démocratiques, particulièrement dans des pays comme les nôtres qui viennent tout simplement, il y a quelques années, de connaître, je ne dirais pas la vraie démocratie, mais de connaître quand même un régime tendant plus vers la participation de tous
et l'acquisition de plusieurs droits et libertés. Donc je vais essayer de démontrer comment, en Tunisie, malgré tous les handicaps, la femme a joué quand même un rôle dans ce cadre-là. Mais je souhaite que toute ma présentation se tourne autour de cette citation que j'ai trouvée, qui me paraît très très importante et qui dit que le concept de démocratie ne prend réellement son sens et sa dynamique que lorsque les législations nationales et les décisions nationales sont prises en commun par les hommes et par les femmes. On ne peut pas trouver de meilleure explication que celle-ci, cette définition que celle-ci, parce qu'elle vous donne une idée de l'importance que peut jouer la femme dans la mise en œuvre d'un système politique. Dans cette présentation, je vais parler de trois choses. Je vais parler un peu de politique, je vais parler des femmes et je vais parler de la démocratie, en essayant à chaque fois de voir comment, entre ces trois sous-thématiques, il peut y avoir des liens où la femme, bien sûr, joue son rôle. Alors, pour ce qui est de la politique, qu'est-ce qu'on a constaté dès le départ dans des pays comme le nôtre, mais aussi dans des pays européens? On a constaté une monopolisation masculine du pouvoir politique. Le pouvoir, c'est l'homme. Chez nous, c'est comme ça parce que d'abord, la nature du régime politique en place fait que ce soit l'homme qui est au pouvoir. Le régime politique en Tunisie, au temps de Bourguiba, comme au temps de Ben Ali, comme aujourd'hui, est un régime présidentiel. Donc vous avez devant vous le président, disons le père de la nation, le pater familias, qui est là et qui, lui, gère le politique dans son pays. Donc c'est une forme de régime politique qui ne favorise pas l'implication des femmes dans la politique. Il y a aussi, comme vous le savez, j'en ai dit un petit mot, le carcan religieux. En Tunisie, Bourguiba a essayé de faire en sorte que la religion ne soit pas aussi présente, voire oppressante, que dans d'autres pays. Nous avons un islam tolérant, ouvert, qui permet un peu le débat autour de thématiques même des fois assez difficiles, mais c'est quand même une religion qui est entre les mains d'une caste religieuse que Bourguiba a tout fait pour casser, une caste religieuse qui considère, les fameux ulémas, qui considèrent qu'il y a des préceptes qu'on ne peut pas, auxquels on ne peut pas dériver. Nous avons le fameux le débat qui a commencé dans les années 90, mais qui reste aujourd'hui un des débats les plus importants, celui de l'héritage de la femme. Parce que dans notre religion, la femme n'hérite que la moitié de l'homme. Mais la femme tunisienne, ceci était plus ou moins accepté à un certain moment, où la femme n'avait pas de vraie place économique dans la société. Mais cela ne pouvait plus être accepté au moment où la femme est devenue un acteur important, voire un acteur principal dans la création de richesses, dans la famille aussi bien que dans le pays. Donc il y avait une évolution des mentalités et il y avait une pression féminine qui faisait que le politique devait absolument suivre un peu ce genre d'orientation et ouvrir au moins le débat sur cette thématique très importante. Parce que malheureusement, dans cette problématique, le Coran est clair. Il n'y a pas d'interprétation possible. Le texte du Coran est clair, il dit que la femme n'a que la moitié de l'héritage de l'homme. Donc c'est clair, on ne peut pas l'interpréter. Pas comme pour d'autres choses. Donc en 2015, juste récemment, en Tunisie, le président Essebsi, qui a donc pris la place, a formé une commission
présidé par une dame qui est très connue pour sa défense des droits de la femme, sur cette question de l'héritage. Un projet de loi a été préparé. Il a été soumis au Parlement. Malheureusement, ce Parlement était majoritairement islamiste, donc le texte est resté dans les casiers et n'a jamais été réellement débattu. Mais aujourd'hui encore, cet aspect reste important et il est très lié aux politiques. Il est très lié aux politiques parce que ces combats pour les droits sont par définition des combats politiques. C'est ainsi que la femme peut jouer un rôle dans le changement des politiques sociales et familiales. Donc, le handicap était ce carcan religieux et il y avait, avec le retour des islamistes en Tunisie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir de 2011, sans avoir fait quasiment aucun effort, grâce à nos grands frères américains, l'islam politique s'est installé en Tunisie, non seulement installé, mais il a reçu des sommes énormes pour s'imposer en tant que force politique, d'abord dans la société, mais aussi au Parlement, et cela a créé un retour sur des choses qu'on avait pensées totalement acquises, comme la question de la polygamie. On pensait que la polygamie était réglée. Eh bien non. Il y a eu, à partir de 2011, un retour à ces sujets. La question de la répudiation, je ne parle pas de l'héritage, de la place de la femme. Il y a eu un très très grand débat et une mobilisation exceptionnelle de la femme tunisienne lors de l'adoption de la Constitution de 2014, la Constitution des islamistes en fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la question de l'égalité était refusée par les députés islamistes. Ils ont tout simplement voulu imposer la question de la complémentarité. La femme est complémentaire à l'homme, ce qui, dans un pays comme la Tunisie, était une véritable insulte. Donc, il y a eu des débats, des retours sur des acquis, et c'est là où on peut voir clairement le rôle de la femme dans la lutte pour la préservation des acquis. Je donne un chiffre, la majorité de l'électorat du président Essebsi, en 2014, la majorité était des femmes. Il a pu gagner les élections parce que les femmes ont voté pour lui. Les femmes ont voté pour lui, pourquoi ? Parce que c'était l'héritier de Bourguiba, c'était un compagnon de Bourguiba, c'était l'héritier de Bourguiba, donc c'était quelqu'un capable de défendre leurs droits, de défendre et de préserver leurs droits. Ceci fait que, à un certain moment, il y a eu cette lutte au sein du Parlement, mais cette lutte au sein de la société, et malheureusement, le peuple tunisien n'était pas préparé à prendre des positions tranchées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la liberté de parole et d'expression était nouvelle, après 2011. Politiquement, les Tunisiens n'étaient pas préparés à vivre des débats démocratiques, et puis, encore une fois, un retour du conservatisme, un retour du religieux, qui a fait, grâce aux moyens de certains pays du Golfe, etc., donc un retour au religieux qui a fait qu'à un certain moment, ce discours conservateur a pris de l'importance, et même a commencé à avoir des effets sur la jeunesse et sur la femme, puisqu'on voyait de plus en plus de femmes sortir publiquement et dire non, non, pourquoi pas la polygamie, il n'y a pas de problème, nous les femmes on accepte. Surtout qu'il y avait un problème sociétal, puisqu'il y avait beaucoup de filles célibataires, donc un certain discours sournois, insidieux, a fait que un pan de Tunisiens et de Tunisiennes ont commencé à bien se sentir dans ce conservatisme. Si on ajoute à cela le fait que les acquis, les droits,
ont été obtenues grâce à des mesures exceptionnelles, que ce soit de la part du président Bourguiba ou du président Ben Ali, on voit là toute la fragilité de ces droits et de ces acquis. Donc, c'est vrai que la Constitution de 2014, avec cette implication très très forte de la société civile et surtout des associations de femmes, a pu imposer à l'article 21 de la Constitution la parfaite égalité homme-femme. Plus important encore, l'article 46 de cette Constitution impose également le droit aux responsabilités, à l'accès aux responsabilités, à l'égalité de l'accès aux responsabilités hommes-femmes. Et c'était quelque chose de très très important. Mais ceci est resté au niveau des principes, au niveau du déclaratoire. Et à partir du moment où on devait prendre des textes, c'est-à-dire des décrets d'application, évidemment, on se retrouvait en face du Parlement avec les islamistes et leur prise de position. Donc, les principes sont là, mais en fait, ils ne se concrétisent pas. Ils ne se concrétisent pas parce qu'à un certain moment, comme je l'ai dit, il y avait cette force, ce pouvoir islamiste qui faisait que les choses n'allaient pas dans le sens souhaité par les, entre guillemets, les modernistes. Donc ça, c'est, je pense, c'est un aspect très très important qui reste encore un aspect débattu aujourd'hui en Tunisie, parce que le 25 juillet 2021, le président actuel qui était dans la Constitution, puisque le régime était un régime parlementaire en 2014, les islamistes ont voulu mettre en place un régime parlementaire tout simplement pour pouvoir maîtriser tous les rouages de l'État. Parce qu'avec le régime parlementaire et le système électoral qu'ils avaient mis en place, avec 30 députés, ils pouvaient gouverner, et avec 120 députés, ils pouvaient gouverner. Donc, ils ont mis en place un système assez vicieux qui a donné la possibilité de blocage de tous les textes importants qui devaient être passés devant le Parlement. Donc, ceci étant, il y a eu, bien sûr, ce changement de régime, le 25 juillet 2021, le président qui était en fait un président élu pour inaugurer les chrysanthèmes a renversé la table et est devenu, par ce qu'on a appelé un coup d'État constitutionnel, un président avec tous les pouvoirs. Il a même préparé une nouvelle constitution en 2022 où il s'est octroyé, alors là, tous les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. Il n'a pas lésiné sur les moyens et le régime est devenu régime présidentialiste, pour ne pas dire autre chose. Donc, ceci a été fait, mais la question de l'égalité homme-femme est restée la même dans la constitution de 2022, avec une nuance qui a mis en branle toute la classe politique tunisienne, surtout les femmes, parce que dans le préambule de cette constitution de 2022, le président, puisque c'est lui qui a écrit ça, le président estime que toute la législation doit se fonder sur les objectifs de la charia. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Tunisie que dans une constitution apparaît le terme de charia, parce que en Tunisie, c'est la loi civile, c'est pas la loi religieuse, c'est la première fois que ça apparaît. Et puis, cette interprétation très, très large des objectifs de la charia ouvrait, bien sûr, les portes de l'enfer pour les femmes tunisiennes. Parce que dans tout ça, on pouvait tout mettre, y compris un retour en arrière. Et aujourd'hui, toute la société civile est mobilisée à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise. Les gens se préparent, sont très vigilants parce qu'ils ont peur qu'il y ait un retour justement à des législations qu'on n'accepte plus en Tunisie. Donc aujourd'hui, ce débat existe, il y a même une confrontation. Vous voyez aujourd'hui même les islamistes dire qu'eux, ils sont beaucoup plus proches des interprétations modernes de l'islam que l'actuel président, parce qu'eux, au moins, ont mis dans la Constitution ces dispositions claires et nettes à propos de l'égalité des femmes et des hommes, mais
aujourd'hui, c'est un débat, c'est un grand débat, et il y a un très grand point d'interrogation. On est tous en train de se demander si ce régime politique va garder les droits et les acquis ou pas. Si on voit la Constitution, c'est vrai que cette égalité existe. Mais quand le président impose une loi électorale où hommes et femmes doivent avoir 400 parrainages pour pouvoir se présenter aux élections législatives, et dans ces 400 parrainages, il doit y avoir 200 femmes et 200 hommes, ce qui, a priori, est quelque chose de très très bien, de très positif. Mais le problème, c'est que des femmes tunisiennes ne pourront jamais avoir ces 400 parrainages. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Donc nous, on est en pleine campagne électorale pour les législatives. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie, il y a moins de 10% de candidates femmes aux élections législatives. Donc on va, à coup sûr, avoir un Parlement où la femme sera totalement sous-représentée à cause, justement, de cette mauvaise loi électorale. Est-ce qu'elle a été faite à escient? Est-ce qu'elle avait pour but d'éliminer justement la femme? Ça reste encore du domaine de l'interrogatif, mais ça, c'est la réalité. Et le 17 décembre prochain, on verra très certainement un Parlement où il n'y aura presque pas de femmes, pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie. Donc voilà, du point de vue politique, comment les choses se passent. Du point de vue de la démocratie, moi, j'ai toujours considéré que la démocratie est, par définition, pour l'égalité. On ne peut pas imaginer un régime démocratique où il y a une inégalité hommes et femmes. Donc, par définition, la démocratie doit créer un environnement qui permette une vraie égalité hommes et femmes. Et je considère aussi que la féminisation de la gouvernance ne peut avoir que des bienfaits. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse ici, le président actuel a choisi comme Premier ministre une dame, ce qui, au départ, a donné énormément d'espoir, parce qu'on s'est dit, voilà, ils se sont dit, parce que moi, je connaissais la dame était actuellement première ministre, chef du gouvernement, était donc chargée de mission dans mon cabinet, quand j'étais ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc je connaissais la dame, je la connaissais bien, elle a été choisie, pour l'apparat, les gens étaient très contents parce qu'il y avait une femme. Le problème, c'est que l'actuel chef du gouvernement n'était pas préparé à ce poste. Et en fait, c'est une mauvaise image de la femme qui est donnée aujourd'hui, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on ne peut pas accepter que, pour une fois, et c'est une première dans le monde arabe, qu'une femme est Premier ministre, elle soit justement dans ce positionnement réducteur qui est le sien aujourd'hui et qui ne donne pas une idée positive du rôle politique de la femme. Et c'est, encore une fois, c'est vraiment dommage. La démocratie aussi, elle met de côté, elle réfute l'idée que, pour des raisons de capacité physique ou d'impréparation intellectuelle, la femme ne soit pas capable d'occuper des postes politiques. Parce qu'à un certain moment, c'était un des arguments les plus importants, surtout chez les islamistes. La femme, intellectuellement, ne peut pas. Si on rajoute à cela quelques hadiths, c'est-à-dire ce que soi-disant le prophète aurait dit qu'une femme ne pourrait jamais commander les hommes, et vous avez tout de suite, bien sûr, le résultat où la femme ne peut pas être dans la politique, ne peut pas faire de politique, ne peut pas être aux commandes politiques d'un pays. Et donc, cet esprit-là fait que il y a eu, en Tunisie, ce besoin de réaffirmer encore une fois le fait que la femme est capable
d'occuper ces postes-là est capable de prendre en considération des données qui normalement sont des données qu'elle peut sereinement gérer. Il faut dire, et là c'est très très important, il faut dire que la Tunisie, depuis très longtemps, a joué un rôle dans le système des Nations Unies pour le renforcement des droits de la femme. Et je ne peux pas passer ici sous silence le fait que, déjà à partir de 1975, c'est-à-dire à partir de la première grande conférence des femmes au Mexique, on a commencé à considérer dans le système des Nations Unies que les États se devaient de, disons, préserver, de garantir les droits de la femme. Il y a eu par la suite d'autres réunions très importantes qui ont fait que, de façon claire et nette, le système des Nations Unies a mis en place des dispositifs afin de permettre aux femmes d'acquérir des droits politiques et donc de pouvoir participer à la vie politique dans leur pays. Et ça, c'était très très important parce que dans des pays nouveaux comme les nôtres, l'aval international, surtout l'aval des Nations Unies, pouvait avoir un impact important sur les dirigeants. Et il fallait respecter, par exemple, les critères de Beijing ou de Nairobi, parce qu'il y a eu une très grande conférence en 1985 à Nairobi. Donc il fallait respecter ces critères et il fallait donner à la femme, parce que le droit international l'exige, les acquis et les droits politiques qu'elle devait avoir pour participer à la vie politique. Donc, cet aspect international est très très important et je l'ai dit tout à l'heure, il a même permis en Tunisie, en 2015, de mettre en place cette commission qu'on appelait la COLIB. C'est une commission qui était là pour, disons, réfléchir un peu plus sur les nouveaux droits que la femme devait avoir à l'avenir et qui n'a bien sûr jamais eu de résultat. Maintenant, après politique, démocratie, revenons un peu à la femme, mais vous l'avez vu, elle a été en filigrane partout depuis que j'ai commencé à parler. Alors, la femme, il y a, pas seulement en Tunisie, mais dans tous les pays du monde, la femme a très tardivement accédé aux fonctions, à la citoyenneté et au statut d'électrice. Bien sûr, il y a eu, au début du siècle dernier, dans les années 20, les fameuses suffragettes américaines, etc. En France, la femme a eu le droit de vote juste après la guerre, en Tunisie après l'indépendance, etc. Donc il y a eu une certaine lenteur à octroyer à la femme la vraie clé d'engagement politique, c'est-à-dire les élections. Je l'ai dit tout à l'heure, la fragilité du statut de la femme dans plusieurs pays, y compris le nôtre, était due au fait qu'elles avaient eu ces droits par des mesures exceptionnelles, par le système des quotas. Par exemple, je sais que pour la Tunisie, en 2009, le président Ben Ali avait imposé un quota de 30% au Parlement pour les femmes, c'est-à-dire en fait les paramètres internationaux. Mais lorsqu'il y a eu la fameuse révolution en Tunisie, on est allé beaucoup plus loin. On a imposé dans la nouvelle loi électorale de 2011, on a imposé la parité des candidats sur les listes des partis politiques. Sauf que, et surtout, c'était encore une fois une nuance très importante des islamistes, sauf qu'en fin de compte, on s'est retrouvé avec plus de 90% de têtes de liste hommes. Et donc, la femme qui était à moitié dans toutes les listes ne s'est pas retrouvée au Parlement à 50%, mais seulement à 28%, ce qui n'était pas mal. Mais elle aurait pu, normalement, elle aurait dû être à 50%, donc elle aurait dû être à égalité avec l'homme, avec cette disposition de la loi électorale de 2011. Ça n'a pas été le cas, parce qu'on a trouvé le subterfuge, on a trouvé le moyen de mettre à la tête de ces listes des hommes, et donc on a respecté la loi, mais
les élus étaient majoritairement des hommes. Donc ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier et qui est assez important en ce qui me concerne. Donc je considère aussi que le fait que la femme accède aux politiques est une question de rationalité. Et c'est une question aussi de justice. C'est une question de rationalité parce que, encore une fois, on ne peut pas parler de société équilibrée si la femme, c'est-à-dire la moitié de cette société, n'est pas partie prenante et de façon pleine et entière à la vie politique. Donc, c'est le minimum de rationalité, c'est que l'on accepte ce principe d'égalité. C'est aussi, dans un pays comme le nôtre, un problème de justice. Parce qu'on ne peut pas voir devant soi des centaines de milliers de femmes diplômées ayant des postes très très importants dans le privé, dans le public. Aujourd'hui, la majorité des magistrats sont des femmes. La majorité en Tunisie, je crois on est à presque 60% de magistrats femmes dans le système judiciaire tunisien. On ne peut pas voir des femmes partout, réussissant partout, leur vie économique, leur vie éducative, etc., et ne pas être dans cette optique ou dans cette option de l'engagement politique. Ce n'est pas possible. Donc il y a une question de rationalité, il y a une question de justice, mais il y a aussi une question de résistance sociale. Et cette résistance sociale fait qu'aujourd'hui, par exemple, une femme n'aura aucune chance si elle se présente aux prochaines élections présidentielles. Il y a une femme aujourd'hui qui est très active, qui a un parti politique anti-islamiste, son parti politique, il fait quasiment 30% du paysage politique tunisien, mais quand cette femme se présente en tant que candidate aux élections présidentielles, elle a à peine 5% d'intention de vote. Bon, c'est une femme assez spéciale, mais assez spéciale, c'est vrai parce que c'est une femme qui est très combative, c'est une femme qui a énormément d'engagement politique, c'est une femme qui considère qu'une partie de la société, donc ces islamistes, sont des ennemis et qu'il faut d'une façon ou d'une autre les éliminer. Ce qui n'est plus aujourd'hui la mentalité ni la position de la majeure partie des Tunisiens, parce que, qu'on le veuille ou pas, ces islamistes sont tunisiens, comme nous, ils sont là, on doit les combattre par les voies légales, les voies électorales, on doit les redimensionner par les votes, on doit démontrer qu'ils ne sont pas aptes à gouverner, mais on ne peut pas considérer que ces gens-là doivent être jetés en prison ou doivent être éliminés physiquement. Ça, ce n'est plus possible. Voilà. Donc, ceci, c'est pour ça que j'ai dit, c'est assez spécial, parce qu'elle reste encore sur ce discours politique qui n'est pas accepté par les Tunisiens. Et c'est pour ça que le parti politique est important sur l'échiquier politique tunisien, mais elle, malheureusement pour elle, n'a pas de chance de se retrouver un jour à la tête de l'État. Donc, il y a... Je reviens toujours sur cette question de rationalité et de justice et ces handicaps sociaux qui font qu'il n'y a pas de place pour la femme en politique. C'est une sorte de rengaine qui revient, y compris chez les jeunes, et c'est plus grave, y compris chez les jeunes, et cela fait qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire, et nous travaillons sur cela avec la société civile, il est absolument nécessaire de mieux préparer encore cette jeunesse à l'engagement politique. Il faut absolument s'accepter mutuellement, hommes et femmes, jeunes garçons et jeunes filles. Ce n'est pas encore le cas dans un pays comme la Tunisie où il y a eu tous ces acquis, tous ces droits, toutes ces avancées dans le domaine des droits des femmes.
Donc, la question de l'engagement est une question très très importante sur laquelle j'insiste personnellement, et je considère qu'il ne peut pas y avoir, à un moment de l'histoire de la Tunisie, aucune exclusion possible. En tout cas, pas d'exclusion de la femme, parce qu'une exclusion de la femme dans une société comme celle de la Tunisie aujourd'hui équivaudrait tout simplement à un autosuicide. Il n'y a pas d'avenir. Il ne peut pas y avoir d'avenir pour la Tunisie, pour les Tunisiens, si la femme tunisienne n'a pas sa vraie place, si elle n'est pas politiquement engagée de façon à pouvoir réellement être dans la gouvernance, c'est-à-dire prendre des décisions capables demain d'impacter sur l'avenir de ce pays. Et c'est le discours que nous portons, nous, moi, mais aussi plein d'autres personnes en Tunisie, parce que nous savons qu'aujourd'hui, s'il y a un vrai défi, c'est justement ce défi de fermer définitivement la porte à toutes ces idées de remise en cause des droits de la femme. Et les tentatives sont là, et la tentation aussi est là, parce que le point faible à chaque fois dans ces sociétés musulmanes est la femme. Donc nous, on est engagés, plein de Tunisiens sont engagés aujourd'hui, savent que demain, la femme, le vote des femmes sera essentiel pour le choix du futur président, sachant qu'avec un autre président et avec les pouvoirs qui lui sont octroyés dans cette nouvelle constitution, il peut y avoir de vrais changements à l'avenir, et cela est très important pour le positionnement que chacun de nous doit prendre. Donc, aujourd'hui, l'engagement est vers le renforcement des reconversions. Quand je parle de reconversion, je parle de reconversion sociale, je parle de reconversion économique, je parle de reconversion culturelle, parce que ces reconversions sont les seules capables demain de créer un environnement favorable à la femme, et un environnement qui rejette définitivement toute remise en cause, tout retour en arrière de ses acquis. Donc, je pense qu'il est très important maintenant de mettre en place un nouvel ordre politique dans nos pays. Et ce nouvel ordre politique, il doit se fonder sur une diptyque qui est égalité homme-femme. Donc, il ne peut pas y avoir d'unilatéralité, il ne peut pas y avoir d'exclusion. Il faut absolument que tout ce qui se met en place demain se fonde sur cet acquis inaliénable, indiscutable, non négociable, qui est celui de l'égalité de l'homme et de la femme. Et cet acquis-là, il va impacter l'avenir non seulement de la Tunisie, mais aussi de son environnement régional, qui est l'environnement arabe. Parce que tout ce qui se fait en Tunisie est scruté dans le reste du monde arabe. Tout ce qui réussit en Tunisie est repris dans le reste du monde arabe. Et donc, ce rôle qu'a toujours joué la Tunisie, ce rôle de référence qu'a toujours joué la Tunisie, doit rester le même pour l'avenir, parce que c'est cette référence-là qui va permettre demain des changements de paradigme importants dans la société arabo-musulmane d'une façon générale. Donc c'est pour cela que j'ai parlé d'un nouvel ordre politique, parce qu'on ne peut pas demain envisager un régime politique où la femme serait un sous-produit, où la femme serait exclue, où la femme n'aurait pas la place qu'elle a gagnée aujourd'hui, parce qu'elle est plus éduquée, parce qu'elle a plus de moyens, parce qu'elle est capable de mieux faire souvent que l'homme. Voilà assez rapidement, parce que c'est un sujet qui peut prendre des heures, assez rapidement ce qu'on peut considérer comme un rôle de renforcement de ces démocraties grâce justement au renforcement des droits des femmes. Merci pour votre attention. Merci, Madame Bassala, pour cette brillante présentation.